Le père allait vendre l'entreprise, mais sa fille autiste a lu une clause cachée et l'en a empêché. Philippe Dubois tenait le stylo en tremblant tandis qu'il regardait le contrat étalé sur la table de réunion. Son entreprise, construite sur 23 ans, était sur le point d'être vendue. Les dettes l'étouffaient, les associés faisaient le pression, et il ne voyait pas d'autre issue. C'est alors qu'il sentit une main sur son bras. Amélie, sa fille de 24 ans, pointait du doigt une ligne spécifique du document. Elle touchait rarement les autres, et quand elle le faisait, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» demanda Philippe en essayant de garder une voix calme. Amélie ne répondit pas par des mots. Elle ne répondait jamais ainsi. Ses yeux parcouraient la page à plusieurs reprises, revenant toujours au même paragraphe. Philippe suivit le mouvement de son doigt et commença à lire. « Clause 7.3 » murmura-t-il. De l'autre côté de la table, Gérard Mercier, l'acheteur, ajusta sa cravate avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coiffés en arrière, qui s'était fait une réputation en rachetant des entreprises en difficulté pour en tirer un profit rapide. « Un problème, Philippe ?» demanda Gérard, avec ce ton qu'il employait toujours quand il parlait près d'Amélie, comme si elle ne pouvait pas comprendre. Philippe continua à lire. Les caractères étaient minuscules, presque impossibles à voir sans attention. Quand il eut terminé, il sentit le sang se glacer dans ses veines. Ici, il est dit que tous les employés ayant plus de 10 ans d'ancienneté seront licenciés dans les 90 jours suivant la vente, sans aucun droit au-delà de ce qu'exige la loi. C'est une procédure standard de restructuration, répondit Gérard, sans perdre son sourire. Une entreprise nouvelle a besoin de sang neuf. Amélie commença à se balancer d'un côté à l'autre. C'était son signe d'angoisse extrême, quelque chose que Philippe connaissait depuis son enfance. Il posa sa main sur son épaule, sentant la tension. « Papa, Jeanne » chuchota-t-elle, si bas que Philippe l'entendit à peine. Jeanne Martin, la femme qui s'occupait d'Amélie depuis qu'elle avait 3 ans, qui avait appris chaque détail pour communiquer avec elle, connaître ses goûts, ses difficultés, qui restait après les heures de travail quand Philippe devait régler une urgence. Jeanne avait 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Philippe regarda Gérard d'un autre œil maintenant. « Vous saviez que je n'avais pas lu cela. » « Philippe, les entreprises sont des chiffres, le sentimentalisme ne paie pas les factures, » répondit Gérard, se penchant en avant. « Et en parlant de chiffres, j'ai besoin de votre signature aujourd'hui. Demain, mon offre pourrait ne plus être sur la table. » Amélie se leva brusquement. Sa main tenait la tablette qu'elle transportait toujours, où elle organisait tout. Rendez-vous, liste, modèle qu'elle observait dans le monde. Philippe remarqua qu'elle ouvrait quelque chose. « Ma fille, qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne répondit pas, mais lui tourna la tablette. Sur l'écran, il y avait une feuille de calcul détaillée. Philippe reconnut les chiffres de l'entreprise, mais organisés d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Amélie avait accès aux ordinateurs du bureau depuis des années, ce qui l'autorisait parce que cela la calmait d'avoir ses routines de vérification. « D'où tiens-tu cela ?» demanda-t-il, impressionné. « Système », dit-elle simplement, en pointant une colonne spécifique. Philippe suivit son doigt et vit quelque chose qui lui coupa le souffle un instant. Les chiffres montraient que l'entreprise valait bien plus que ce que Gérard offrait. Pas un peu plus, substantiellement plus. « Cela ne peut pas être correct, » murmura-t-il. « C'est vrai, » insista Amélie, sa voix ferme de cette manière unique qu'elle avait lorsqu'elle était absolument sûre de quelque chose. Gérard essaya de regarder l'écran, mais Amélie ramena la tablette contre elle, la serrant contre sa poitrine. Philippe connaissait ce geste. C'était de la protection. Elle ne faisait cela qu'avec des choses très importantes. « Écoute, Philippe. » Gérard commença, mais fut interrompu par la porte qui s'ouvrit. Jeanne entra en poussant le chariot de nettoyage. Elle portait l'uniforme gris de l'entreprise, avec la charlotte bleue qu'elle gardait toujours propre et bien ajustée. Quand elle vit Amélie agitée, elle s'approcha immédiatement. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle en regardant Philippe. « Jeanne, pouvez-vous nous laisser un instant ?» dit Gérard, sur ce ton qui signifie qu'on renvoie quelqu'un. « En fait, » Philippe l'interrompit, « Jeanne, j'ai besoin que vous restiez. » L'expression de Gérard se durcit légèrement. « C'est une réunion d'affaires privée. Et c'est encore mon entreprise, » répondit Philippe, surpris par la fermeté dans sa propre voix. « Jeanne reste.
Amélie se précipita aussitôt vers Jeanne, se plaçant près d'elle. C'était une scène que Philippe avait vue 1000 fois. Jeanne représentait une sécurité pour sa fille, d'une manière dont il lui arrivait d'envier de ne pas être capable. « Philippe, soyez raisonnable », tenta à nouveau Gérard. « Vous avez des dettes qui échouent dans 2 semaines, des fournisseurs qui frappent à la porte, des salaires en retard. Je vous propose une sortie honorable, une sortie qui met mes employés les plus loyaux à la rue. Des employés qui peuvent trouver d'autres emplois, » rétorqua Gérard. « Vous, en revanche, vous allez tout perdre si vous ne vendez pas. Votre maison est hypothéquée, votre voiture. Tout. » C'était vrai. Philippe avait tout mis en garantie pour maintenir l'entreprise à flot cette dernière année. Après le décès de sa femme, Sophie, il y a 3 ans, les choses avaient commencé à s'effondrer. Il n'arrivait plus à garder la même concentration, la même énergie. Les mauvaises décisions s'étaient accumulées. « Papa !» Amélie tira sur sa manche. Elle montrait à nouveau la tablette, mais cette fois, il y avait une photo. Philippe reconnut immédiatement. C'était une lettre écrite à la main par Sophie peu avant son départ. Il ignorait même qu'Amélie l'avait photographiée. « Comment as-tu… »« Coffre, code 1508, dit Amélie. « Sa date d'anniversaire. » Philippe prit la tablette avec des mains tremblantes et commença à lire la lettre de Sophie. Chaque mot lui transperçait le cœur. « Mon amour, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Je sais que les choses vont être difficiles. Je sais que tu penseras à abandonner. Mais s'il te plaît, ne vends pas l'entreprise. Ne fais pas ça. Nous l'avons construite ensemble en pensant à Amé, pour qu'elle ait toujours un endroit sûr où les gens la connaissent, la respectent, où elle puisse être elle-même sans peur. Promets-moi que tu ne vendras pas. Trouve un autre moyen. Il y a toujours un autre moyen. » Philippe dut s'asseoir. Ses jambes ne le soutenaient plus. « J'avais oublié cette lettre, » admit-il, la voix défaillante. « Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. » Gérard profita de ce moment de faiblesse. « Philippe, je comprends que ce soit émouvant, mais une lettre d'une personne disparue ne paie pas les dettes. J'ai l'argent dont vous avez besoin maintenant. Aujourd'hui. Littéralement aujourd'hui. » « Papa !» Amélie toucha à nouveau son bras. « Chiffre faux. »« Que veux-tu dire par chiffre faux ?» Amélie commença à faire glisser ses doigts sur l'écran de la tablette, montrant une série de feuilles de calcul. Philippe essayait de suivre, mais c'était trop d'informations. « Amé, doucement !» demanda-t-il. Elle s'arrêta, respira profondément comme la thérapeute le lui avait appris et pointa une ligne spécifique. « Dette avec distributeur Provence, 140 000. Mais ici, elle glissa vers un autre écran. Paiement effectué. Il y a 3 mois. »« C'est impossible, » dit Philippe. « Cette dette figure dans les livres que le comptable m'a montrés. »« Le système ne ment pas, » insista Amélie. Jeanne, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'approcha. « Monsieur Philippe, puis-je dire quelque chose ?»« Bien sûr, Jeanne. »« Je nettoyais le bureau du comptable la semaine dernière. Monsieur Marcel. Il était au téléphone et… Eh bien, je ne voulais pas écouter, mais… Qu'avez-vous entendu ?» Jeanne regarda Gérard, hésitante. L'homme commençait à perdre son sang-froid. « C'est ridicule, » commença-t-il. « Jeanne, je t'en prie, » insista Philippe. Ah. Il disait que les chiffres étaient comme convenu, que vous ne vous en rendriez pas compte parce que vous étiez trop désespéré pour bien regarder, et qu'après la vente, sa part serait déposée. Le silence qui tomba sur la pièce était lourd. Philippe regarda Gérard, dont le visage était maintenant rouge. « Vous avez soudoyé mon comptable ? C'est une accusation grave sans aucune preuve, » répondit Gérard, mais il rassemblait déjà ses papiers. « Amé, » appela Philippe, « peux-tu me montrer toutes ces feuilles de calcul ?» Amélie hésita. Elle n'aimait pas quand beaucoup de gens regardèrent ses écrans, mais après un moment, elle tendit la tablette à son père. Philippe commença à examiner chaque détail. « Chère auditrice, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. » Les chiffres racontaient une histoire différente. Plusieurs dettes marquées comme en attente avaient déjà été payées. D'autres étaient gonflées. Amélie avait accès au système bancaire de l'entreprise et avait croisé chaque écriture avec chaque compte. « Mon Dieu !» murmura Philippe. « Amé, tu as fait tout ça toute seule. » Elle hocha simplement la tête. Pour elle, c'était évident.
Les chiffres devaient correspondre. Quand ils ne correspondaient pas, elle cherchait jusqu'à trouver l'erreur. Elle avait toujours fait ça depuis son enfance. Sophie plaisantait souvent en disant qu'elle était née pour être auditrice. « Gérard, » dit Philippe, sa voix maintenant froide, « je crois que vous devriez partir. »« Vous commettez une erreur, » se leva Gérard, frappant des mains sur la table. « Dans 2 semaines, vous supplierez pour que je revienne. Et là, mon offre sera la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Sortez de mon entreprise. Maintenant. » Gérard saisit sa mallette et sortit en claquant la porte. Le son résonna dans le couloir vide. Philippe resta à regarder la porte fermée un long moment, essayant de tout assimiler. « Papa ?» Amélie toucha son bras. « Jeanne va rester ?» C'était ça. Au milieu de tout ce désordre, de toutes ces découvertes, ce qui importait à Amélie était de savoir que la personne qui s'occupait d'elle ne serait pas renvoyée. Philippe sentit son cœur se serrer. « Oui, ma fille, Jeanne va rester. Tout le monde va rester. » Jeanne essuya discrètement une larme du coin de l'œil. « Merci, monsieur Philippe. »« Non, » répondit-il, « merci à vous. Et merci à toi, Amé. » Mais remercier ne résolvait pas le vrai problème. Philippe avait encore des dettes, encore des factures à payer. La différence maintenant était qu'il savait qu'il n'était pas aussi enfoncé qu'il le pensait. Mais il savait aussi qu'il aurait besoin d'aide pour découvrir toute la vérité. « Jeanne, pouvez-vous rester avec Amé un moment ? Je dois passer quelques appels. »« Bien sûr, monsieur. » Philippe quitta la salle de réunion et se rendit directement à son bureau. Il verrouilla la porte et s'assit lourdement sur sa chaise. Il prit le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. « Docteur Hélène Moreau ?» répondit la voix de l'autre côté. « Hélène, c'est Philippe Dubois. » Il y eut une pause. « Philippe, ça fait longtemps. Tout va bien ?» Hélène était l'avocate qui avait suivi l'entreprise depuis le début. Elle et Sophie étaient meilleures amies depuis l'université. C'est elle qui avait rédigé tous les contrats, qui avait aidé avec toute la partie légale. Mais après le décès de Sophie, Philippe s'était éloigné. C'était trop douloureux d'être près de quelqu'un qui lui rappelait tant elle. « Non, Hélène, rien ne va bien, j'ai besoin de votre aide. » Parlez. Philippe raconta tout. Sur la tentative de vente, sur la clause cachée, sur les découvertes d'Amélie, sur la suspicion que le comptable était impliqué dans quelque chose de malhonnête. « Mon Dieu, Philippe, » dit Hélène quand il eut terminé, « pourquoi ne m'avez-vous pas contacté avant d'en arriver là ?»« Je ne sais pas, » admit-il. « Je crois que j'avais honte d'avoir laissé les choses en arriver là. » Sottise. « Écoutez, j'arrive tout de suite. Ne fais plus rien jusqu'à mon arrivée. Et surtout, n'affronte pas Marcel pour l'instant. Nous avons besoin de preuves plus solides. Mais Amé, les feuilles de calcul d'Amélie sont un bon début, mais un comptable expérimenté pourrait argumenter qu'il s'agit d'erreurs système, de malentendus. Nous avons besoin de plus. » Philippe raccrocha et retourna dans la salle de réunion. Amélie était assise par terre dans le coin, se balançant légèrement avec Jeanne assise près d'elle. Pas trop près car Amélie avait besoin d'espace, mais assez près pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. « Hélène vient ici », annonça-t-il. Amélie cessa de se balancer. « Tante Hélène ?» C'est ainsi qu'elle appelait l'avocate, même sans lien de parenté. Sophie disait toujours qu'Hélène était la famille qu'on choisit, et Amélie l'avait pris au pied de la lettre. « Oui, ma fille, tante Hélène va nous aider. »« Est-ce qu'elle va arrêter Marcel ?» La question était directe, comme toujours. Amélie ne comprenait pas les demi-mots. « Je ne sais pas encore, Amé. D'abord, nous devons être sûrs de ce qu'il a fait exactement. »« Il a trafiqué les chiffres, » dit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Les chiffres ne changent pas tout seuls. » Philippe sourit pour la première fois de la journée. « Tu as raison. Les chiffres ne changent pas tout seuls. » Hélène arriva 40 minutes plus tard. Elle avait 52 ans, les cheveux courts teints en blond, une présence qui imposait le respect sans avoir besoin de crier. Elle portait un tailleur gris impeccable et tenait une sacoche en cuir marron que Philippe reconnut. C'était un cadeau de Sophie, des années auparavant. « Philippe !» Elle le salua d'une brève étreinte, puis elle regarda Amélie. « Bonjour, Amé. »« Salut, tante Hélène », répondit Amélie sans la regarder directement. C'était sa façon. « Je peux voir ces feuilles de calcul ?» Amélie tendit la tablette après une légère hésitation. Hélène commença à examiner, ses yeux parcourant rapidement l'écran. Philippe l'observait, essayant de lire son expression. « C'est un travail minutieux.
déclara Hélène après quelques minutes. « Ah mais tu as vérifié chaque écriture ?»« Oui. »« Et tu as trouvé combien d'incohérences ?»« 37. »« 37 » répéta Philippe, stupéfait. Hélène le regarda avec une expression grave. « Philippe, si cela se confirme, Marcel ne faisait pas que faciliter une mauvaise vente. Il détournait de l'argent depuis des mois, peut-être des années. » La porte s'ouvrit à nouveau et Marcel Dupont entra. C'était un homme de petite taille, dans la soixantaine, avec des lunettes aux verres épais et un ventre proéminent. Il était comptable de l'entreprise depuis près de 15 ans. « Philippe, j'ai appris que Gérard était parti. Que s'est-il passé ?» Hélène se tourna vers lui. « Marcel, contente que vous soyez arrivé. Asseyez-vous, je vous prie. »« Docteur Hélène, je ne savais pas que vous étiez ici. Je viens d'arriver, et j'ai quelques questions pour vous. » Marcel se mit à transpirer. Philippe remarqua qu'il ne pouvait s'empêcher de regarder la tablette dans les mains d'Hélène. « Quel genre de questions ?»« À propos des livres de l'entreprise, spécifiquement certaines divergences qui ont été identifiées. »« Divergences ? Quelles divergences ?» Hélène posa la tablette sur la table. « La fille de Philippe a trouvé 37 incohérences entre ce que vous avez présenté dans les rapports et ce qui s'est réellement passé dans les comptes bancaires. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit de Marcel déglutissant avec difficulté. « C'est impossible, » finit-il par dire. « Ce doit être une erreur d'interprétation. La jeune fille ne comprend pas la comptabilité. » Amélie se raidit en entendant cela. Jeanne posa doucement sa main sur son épaule. « La jeune fille a un nom, » dit Philippe, sa voix dangereusement basse. « Et elle comprend les chiffres mieux que beaucoup de ceux qui se disent comptables. » « Philippe, je ne voulais pas offenser, mais soyons pratiques. Elle a des particularités. Elle ne peut pas avoir bien compris. »« Marcel, » l'interrompit Hélène, « je vais être très clair. Soit vous expliquez ces incohérences maintenant, soit je vais au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables et je porte plainte. À vous de choisir. » Marcel retira ses lunettes et essuya la sueur de son front. « Vous ne comprenez pas la pression que je subissais. » L'entreprise coulait. Philippe n'était pas en mesure de bien gérer les affaires après que Madame Sophie, enfin après son départ. Quelqu'un devait prendre des décisions. Des décisions comme falsifier des rapports? Hélène insista. « Je ne falsifie rien. J'ai simplement ajusté quelques chiffres pour accélérer une vente qui était inévitable. Gérard m'a offert une bonne commission. J'ai une famille à nourrir, une retraite à préparer. »« Aux dépens de ma famille, » dit Philippe, sentant la colère monter. « Vous alliez me faire vendre pour une fraction de la valeur réelle. »« Vous alliez tout perdre de toute façon, » rétorqua Marcel, élevant la voix. « Au moins, vous auriez eu quelque chose. »« Sortez, » ordonna Philippe. « Vous êtes licencié, et si je découvre autre chose, soyez certain que vous en répondrez. » Marcel se leva, le visage rouge de colère et de honte. « Vous allez le regretter. Sans moi, vous ne tiendrez pas un mois. »« Nous verrons, » dit Hélène. « Et Marcel, ne quittez pas la ville. J'aurai besoin de vous pour d'autres entretiens. » Après son départ, Philippe s'effondra dans son fauteuil. « 15 ans, » murmura-t-il. « 15 ans. Je lui ai fait confiance. »« Papa, » s'approcha Amélie, « l'entreprise va faire faillite ?» La question était directe et effrayante. Philippe regarda sa fille et vit une peur réelle dans ses yeux. Amélie n'exprimait pas ses émotions de manière conventionnelle, mais quand elle le faisait, c'était intense. « Non, » répondit-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Nous ne ferons pas faillite. Tu promets ?» Philippe avala sa salive. Sophie disait toujours de ne jamais faire de promesses qu'on ne pouvait pas tenir, surtout à Amélie. Elle prenait les promesses très au sérieux. « Je ferai tout mon possible, » dit-il finalement. « Ça, je te le promets. » Hélène s'assit de l'autre côté de la table. « Philippe, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Combien de temps vous reste-t-il avant que la situation ne devienne vraiment critique ? 2 semaines, peut-être 3. J'ai une paie à régler et des fournisseurs qui menacent déjà de couper les vivres. Et si nous prouvons que Marcel a détourné de l'argent, pouvez-vous le récupérer ? Je ne sais pas. Cela dépend du montant et de sa destination. » « Amé. » Hélène se tourna vers la jeune fille. « Peux-tu retracer où est passé l'argent disparu ?» Amélie réfléchit un moment. « Je peux essayer. Il faut que tu sois précise.
Tu peux ou tu ne peux pas? Je peux. Mais j'ai besoin d'accéder au système de la banque. Cela pourrait prendre du temps à obtenir, dit Hélène. Je l'ai déjà, répondit Amélie comme si c'était évident. Philippe et Hélène échangèrent un regard. Amé, commença prudemment Philippe, tu as accès au système de la banque depuis quand? Toujours. Le mot de passe était dans un dossier sur l'ordinateur de papa. Un fichier appelé mot de passe.txt. Philippe se couvrit le visage de sa main. Il avait effectivement un fichier avec ce nom. Il n'aurait jamais imaginé qu'Amélie irait y chercher. D'accord, dit Hélène. Techniquement, c'est... Bon, nous verrons ça plus tard. Amé, peux-tu me montrer les mouvements suspects? Amélie passa les 30 minutes suivantes à montrer chaque transaction douteuse. Hélène prenait des notes détaillées, posant de temps en temps des questions auxquelles Amélie répondait avec une précision impressionnante. « Il y a un schéma », dit finalement Amélie. « Toujours dans la deuxième quinzaine du mois, toujours des montants fractionnés. 347, 562, jamais des chiffres ronds. » Pour ne pas attirer l'attention, approuva Hélène. « Malin, si c'était toujours 1000, 500 000, ça serait évident. » Mais Amé l'a remarqué, dit Philippe, avec une pointe de fierté dans la voix. « Les chiffres doivent avoir un sens, » expliqua Amélie. « Quand ce n'est pas le cas, il y a une erreur. » Jeanne, qui était restée silencieuse tout ce temps, parla enfin. « Monsieur Philippe, puis-je suggérer quelque chose ?»« Bien sûr, Jeanne. Madame Sophie disait toujours que quand les choses devenaient difficiles, il était temps de revenir à l'essentiel. Vous vous souvenez ?» Philippe se souvint. Sophie avait une liste de principes qu'elle suivait religieusement. Quand l'entreprise rencontrait des problèmes, elle revenait à cette liste. « Tu as raison, dit-il. Je dois arrêter de paniquer et commencer à réfléchir correctement. Et tu as besoin d'aide, ajouta Hélène. Philippe, tu ne peux pas faire cela seul, pas cette fois. Je sais. Mais qui? Marcel était mon bras droit pour la partie financière. Les associés minoritaires apparaissent à peine. La plupart des employés savent à peine à quel point les choses vont mal. Peut-être est-il temps qu'ils le sachent, suggéra Hélène. Comment cela? Transparence. Convoque une réunion. Dis la vérité. Pas tous les détails, mais assez pour qu'ils comprennent que l'entreprise a besoin d'eux maintenant, plus que jamais. Philippe considéra cela. L'idée d'admettre une faiblesse, de montrer qu'il n'avait pas toutes les réponses, allait à l'encontre de tout ce qu'il avait appris sur le leadership. Mais peut-être était-ce exactement ce qu'il fallait. D'accord, acquiesça-t-il. Je la fixerai pour demain. Ce soir-là, Philippe resta tard au bureau. Amélie était rentrée à la maison avec Jeanne, qui s'était proposée pour rester avec elle. Hélène était partie préparer la documentation nécessaire pour éventuellement poursuivre Marcel. Philippe était seul avec ses tableurs, ses peurs, ses souvenirs. Il ouvrit le tiroir inférieur du bureau et sortit une photo encadrée. C'était lui, Sophie et Amélie, prises il y a 5 ans à Nice, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pendant des vacances. Amélie portait un chapeau de paille qu'elle détestait mettre, mais Sophie avait insisté pour la protéger du soleil. Sophie riait de cette manière qui illuminait n'importe quelle pièce. Et lui était là, entre les deux, pensant que cela durerait toujours. « J'ai tout gâché, Soph, » dit-il à voix basse à la photo. « Tu m'as demandé une chose, une seule chose, et j'ai presque tout jeté. » Bien sûr, il n'y eut pas de réponse. Mais Philippe pouvait imaginer ce que Sophie dirait. Elle dirait qu'il était mélodramatique, qu'il y avait encore du temps, qu'Amélie avait sauvé la situation parce qu'elle les avait élevés pour être forts. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. C'était un numéro inconnu. « Allô? Philippe Dubois ?» demanda une voix masculine. « Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle François Leroy. J'ai appris que vous aviez presque vendu votre entreprise à Gérard Mercier aujourd'hui. » Philippe fut immédiatement en alerte. « Comment savez-vous cela? Gérard et moi avons une histoire. Et quand j'ai su qu'il était après Solutions Dubois, cela m'a intéressé. Puis-je vous rendre visite demain? Écoutez, monsieur Leroy, aujourd'hui n'a pas été un bon jour. Et je ne suis pas intéressé par d'autres offres d'achat pour l'instant. Je n'offre pas d'achat, je propose un partenariat. » Cela fit hésiter Philippe. « Un partenariat comment? »« Demain, 10 heures du matin. Puis-je? » ?»« D'accord, » accepta Philippe, curieux malgré sa prudence. 10 heures du matin.
Le lendemain matin, Philippe arriva au bureau à 7 heures. Il voulait se préparer, revoir les chiffres, comprendre exactement où en était l'entreprise maintenant qu'il connaissait la vérité. Amélie était déjà là à son arrivée. « Amé, comment es-tu entrée ?»« Jeanne m'a amené. Le garde de nuit a ouvert. Ma fille, tu n'avais pas besoin de venir si tôt. »« Je dois finir, dit-elle, pointant vers l'ordinateur sur lequel elle travaillait. »« Finir quoi ?»« Un rapport complet. Toutes les transactions suspectes, les valeurs exactes, les dates, tout organisé. » Philippe s'approcha et regarda l'écran. Amélie avait créé un document impressionnant. Chaque transaction était cataloguée, avec des liens vers les justificatifs, des notes explicatives, des modèles identifiés. C'était le genre de travail qui prendrait des semaines à un professionnel. Elle l'avait fait en une nuit. « C'est incroyable, Amé. »« Les chiffres, dit-elle simplement. Les chiffres ne mentent pas. » À 9h50, Hélène arriva. À 9h55, une Mercedes noire se gara devant l'immeuble. François Leroy était un homme d'une 60aine d'années, grand, aux cheveux complètement blancs, bien habillé mais sans ostentation. Il avait une manière calme qui inspirait confiance. « Monsieur Leroy », Philippe le salua à la réception. « François, je vous en prie. »« Monsieur Leroy, c'était mon père. » Ils se dirigèrent vers la salle de réunion. Hélène était déjà là, assise à côté d'Amélie, qui serrait sa tablette contre sa poitrine. « Ce doit être la célèbre Amélie, » dit François, mais il ne tendit pas la main, se contentant d'un léger signe de tête. Philippe fut impressionné. La plupart des gens essayaient de forcer une poignée de main, sans comprendre que cela pouvait être inconfortable pour elle. « Comment connaissez-vous ma fille ?»« Philippe, je ne suis pas arrivé ici en parachute. Je me suis renseigné sur vous, sur votre entreprise, et sur ce qui est arrivé hier à Gérard. Il n'est pas discret quand il se met en colère. Et que voulez-vous exactement ?» François s'assit. « Il y a 10 ans, Gérard m'a fait exactement ce qu'il a essayé de vous faire. Il a acheté mon entreprise pour une fraction de sa valeur, en utilisant des combines douteuses et un compteur véreux. Il m'a fallu des années pour m'en remettre. Quand j'ai appris qu'il vous visait, j'ai voulu intervenir. Pourquoi ? Parce que des hommes comme Gérard doivent être arrêtés, et parce que votre entreprise a un potentiel qu'il ne voit pas. Moi, je le vois. » Hélène se pencha en avant. « Monsieur François, quelle est exactement votre proposition ? » « Un investissement en capital contre 20% de l'entreprise. Je ne veux pas de contrôle, je ne veux pas gérer. Je veux simplement aider l'entreprise à réaliser son potentiel. Et je veux voir Gérard perdre une négociation. »« Quel montant d'investissement ?» demanda Philippe. François mentionna un chiffre qui fit s'étrangler Philippe. « C'est suffisant pour payer vos dettes réelles, pas celles gonflées, et avoir encore du fonds de roulement pour les 6 prochains mois. Assez de temps pour que vous restructuriez et retrouviez les bénéfices. Et qui gagnez-vous ? À terme, des bénéfices, mais surtout de la satisfaction. Je suis vieux, Philippe, riche. J'ai déjà gagné assez d'argent pour 3 vies. Maintenant, je fais ça parce que je le peux. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. » Amélie observait François intensément. Philippe connaissait ce regard. Elle analysait, traitant chaque détail de son comportement. « Amé », il l'appela doucement. « Qu'en penses-tu » Elle prit son temps pour répondre, comme toujours quand elle devait organiser ses pensées. « Il ne ment pas, » dit-elle finalement. « Comment le sais-tu » Langage corporel, ton de la voix, cohérence des schémas. Les menteurs ont des schémas brisés. François sourit. Elle a raison. Je ne mens pas. Et je peux le prouver. Hélène, vous pouvez vérifier ma réputation, contacter les entreprises dans lesquelles j'ai investi. Toutes vous diront la même chose. Je suis juste, honnête, et n'interfère pas dans la gestion. Je vais le faire, dit Hélène. Mais même si tout concorde, nous aurons besoin de garanties légales dans le contrat. Je n'attendrai rien de moins. Mon avocat peut travailler avec vous sur les détails. Philippe regarda Amélie qui observait toujours François. Puis il regarda Hélène qui prenait des notes. Enfin, il regarda ses propres mains, pensant à tout ce qui s'était passé ces 24 dernières heures. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement. « Il y a d'autres entreprises que Gérard essaie d'acheter. Pourquoi m'aider spécifiquement ?» François resta silencieux un moment avant de répondre. «
Parce que votre femme m'a aidé une fois. Le temps sembla s'arrêter. Comment ça? Il y a 12 ans, quand j'essayais de reconstruire ma vie après ce que Gérard avait fait, j'ai présenté un projet à votre entreprise. C'était petit, rien de très significatif financièrement. Mais Sophie y a vu quelque chose. Elle m'a donné ma chance quand personne d'autre ne le faisait. Ce petit contrat m'a permis de me relever. Je ne l'ai jamais oublié. Philippe sentit un nœud dans sa gorge. Je ne le savais pas. Elle n'aimait pas faire des histoires. Mais j'avais fait une promesse à moi-même que si un jour je pouvais rendre l'appareil, je le ferais. Quand j'ai su que vous étiez en difficulté, que Gérard était impliqué, j'ai su que c'était mon moment. La salle est tombée silencieuse. Même Amélie semblait comprendre le poids de cet instant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit finalement Philippe. « Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Gérard n'abandonne pas facilement. Il reviendra avec une autre stratégie. » Après le départ de François, Philippe resta à regarder par la fenêtre de la salle de réunion. En bas, la ville de Paris bougeait dans sa routine frénétique. Des gens allaient et venaient, chacun avec ses propres problèmes, ses propres drames. « Papa », Amélie toucha son bras, « tu vas accepter ?»« Je ne sais pas, ma fille. C'est beaucoup à digérer. »« Les chiffres sont bons, dit-elle. »« Les siens, ils sont bons. Il ne s'agit pas seulement de chiffres. C'est toujours une question de chiffres, » répondit Amélie, avec cette logique implacable qui la caractérisait. Philippe ne put s'empêcher un petit sourire. Parfois oui, parfois non. Hélène rangea ses papiers dans son dossier. « Philippe, je vais faire ce que François a suggéré. Je vais vérifier chaque référence, chaque entreprise dans laquelle il a investi. Si tout concorde, je pense que vous devriez sérieusement considérer l'offre. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Et si c'est trop beau pour être vrai? C'est pour ça que je vais vérifier. Mais Philippe, vous devez comprendre une chose. Vous ne pouvez pas faire cela seul. » Marcel était corrompu, mais il avait raison sur un point. Vous êtes perdu depuis que Sophie est partie. Vous avez besoin d'aide. Si ce n'est pas François, ce devra être quelqu'un d'autre. Les mots firent mal parce qu'ils étaient vrais. Philippe avait passé 3 ans à simplement survivre, pas à vivre, sans planifier, seulement à réagir à chaque nouvelle crise. « Je vais y réfléchir », répéta-t-il. Cet après-midi-là, Philippe réunit tous les employés. Ils étaient 23 au total, y compris Jeanne. Beaucoup semblaient nerveux, surtout après avoir vu Marcel quitter le bâtiment en se disputant la veille. « Mes amis, » commença Philippe, « je sais que cette semaine a été étrange, et je viens ici pour être honnête avec vous sur la situation de l'entreprise. Il dit tout, il ne mentionna pas spécifiquement les détournements de Marcel, mais expliqua que la situation financière n'était pas aussi mauvaise que tout le monde le pensait, qu'il y avait eu des erreurs dans les rapports, que l'entreprise avait de la valeur, qu'il ne fermerait pas. Mais, poursuivit-il, nous devons apporter des changements. Nous devons travailler ensemble, comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. J'ai besoin que chacun d'entre vous réfléchisse à la façon dont nous pouvons nous améliorer. Économiser sans licencier, croître sans s'endetter. Et j'ai besoin que vous ayez confiance que je ferai tout mon possible pour maintenir tout le monde en poste. » Quand il eut terminé, il y eut un silence. Puis, Renée, la responsable des ventes qui était dans l'entreprise depuis 10 ans, leva la main. « Monsieur Philippe, je pense parler au nom de tous en disant que nous sommes ici parce que nous voulons y être. Madame Sophie nous a toujours traités comme une famille, et la famille n'abandonne pas la famille dans les moments difficiles. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Philippe sentit ses yeux s'embuer et dut se racler la gorge pour continuer à parler. « Merci. Cela signifie beaucoup. » Amélie était assise au dernier rang avec Jeanne à ses côtés. Elle n'aimait pas les foules, le bruit, mais elle avait insisté pour être présente. Quand Philippe la regarda, il vit qu'elle utilisait sa tablette pour prendre des notes, cataloguant probablement chaque réaction, chaque réponse, traitant tout à sa manière unique. Les jours suivants, Hélène revint avec son rapport sur François. Chaque référence était vérifiée. Chaque entreprise dans laquelle il avait investi disait du bien de lui. Aucune surprise cachée, aucune clause malveillante. C'était exactement ce que cela semblait être, un homme qui voulait aider. « Je recommande d'accepter, » dit Hélène en posant le rapport sur le bureau de Philippe. « Je le pense aussi, admit-il, mais j'ai peur de prendre la mauvaise décision à nouveau. » « Philippe,
La mauvaise décision a été de faire aveuglément confiance à Marcel. Mais cela ne signifie pas que vous ne devez plus jamais faire confiance à personne. Cela signifie que vous devez être plus prudent. Et cette fois, vous l'êtes. Vous avez vérifié, recherché, réfléchi. C'est différent. Et Amé semble l'apprécier, ajouta Philippe. Amélie montrait rarement de la préférence pour les gens. Mais depuis sa rencontre avec François, elle l'avait mentionné plusieurs fois. Elle demandait quand il reviendrait, s'il allait aider à sauver l'entreprise. Pour elle, c'était décidé. « Je vais l'appeler », dit finalement Philippe. François arriva le lendemain avec son avocat. Ils passèrent 3 jours à négocier chaque détail du contrat. Hélène fut impitoyable, veillant à ce que chaque clause protège les intérêts de Philippe et, plus important encore, garantisse qu'Amélie aurait toujours une place sûre dans l'entreprise, quoi qu'il arrive. Ici, Hélène pointa une section spécifique. Il est établi qu'Amélie occupera un poste officiel dans l'entreprise lorsqu'elle aura 25 ans, si elle le souhaite. « Si elle le souhaite ?» demanda Philippe. « Pas quand elle sera prête. »« Quand elle le souhaitera », répéta Hélène. « Car il se peut qu'elle ne se sente jamais prête, mais cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas le faire. Cette clause enlève la pression d'avoir à prouver quelque chose. » François accepta tout. Il ne discuta pas, ne marchanda pas. Il semblait sincèrement engagé à faire fonctionner cela. Le jour de la signature, Amélie voulut être présente. Elle s'assit à côté de Philippe, portant un chemisier bleu que Sophie lui avait acheté il y a des années et qu'elle ne mettait que pour les occasions spéciales. « Prête pour ça, ma fille ? L'entreprise va être sauvée, dit-elle, comme si c'était un simple fait. Pour elle, c'en était un. Lorsque Philippe signa son nom sur le contrat, il sentit un poids quitter ses épaules. Ce n'était pas un soulagement total, car il restait encore beaucoup de travail à faire. Mais c'était de l'espoir, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Bienvenue dans l'équipe », dit-il à François en lui serrant la main. « Merci de me faire confiance. » Mais la paix fut de courte durée. 3 jours après la signature, Philippe reçut une visite inattendue. Son frère, Martin Dubois, se présenta au bureau. Martin avait 43 ans, 2 ans de moins que Philippe. Il était plus grand, plus beau, avait toujours été le fils préféré des parents, mais il était aussi irresponsable, porté aux dépenses excessives et aux décisions impulsives. 10 ans auparavant, Philippe avait dû le retirer de la gestion de l'entreprise après qu'il eut failli tout faire sombrer avec une expansion mal planifiée. Depuis, ils se parlaient à peine. « Martin », le salua froidement Philippe, « qu'est-ce qui t'amène ici ? J'ai appris que tu avais vendu une partie de l'entreprise. Je n'ai pas vendu. J'ai accepté un investisseur, sans me consulter. Tu n'as plus de part dans l'entreprise depuis 10 ans. Mais je suis ton frère, je fais partie de la famille. Tu ne penses pas que j'aurais dû être informé ?» Philippe respira profondément, essayant de garder son calme. « Martin, que veux-tu ? Je veux revenir. Je veux retravailler ici. »« Non. »« Philippe, non !» répéta-t-il plus fermement. « Tu as eu ta chance, tu l'as gaspillée. Je ne vais pas tout risquer à nouveau. » Le visage de Martin devint rouge. « Tu m'as toujours traité comme si j'étais inférieur, comme si je ne valais rien. Maman et papa sont morts en pensant que tu étais parfait et que j'étais un raté. Ils sont morts parce que tu conduisais ivre et que tu as eu un accident, » répondit Philippe, la voix basse mais ferme. Un silence lourd s'installa. C'était quelque chose qui n'avait jamais été dit à voix haute. L'accident s'était produit 7 ans plus tôt. Martin en était sorti avec des blessures légères. Leurs parents n'avaient pas eu cette chance. « Tu ne m'as jamais pardonné pour ça, » dit finalement Martin. « Il ne s'agit pas de pardon, il s'agit de responsabilité. Tu ne l'as jamais assumé. Tu ne l'as jamais reconnu. Tu as simplement continué à vivre comme si rien ne s'était passé. J'essaie d'oublier. Tu crois que c'est facile de vivre avec ça ? » « Non, » admit Philippe. « Mais fuir ne résout rien. » Martin regarda son frère longuement. « Gérard Mercier m'a contacté, dit-il finalement. Philippe se figea. « Quoi ? Il a dit que vous aviez refusé une bonne offre, que vous faisiez une erreur, que si je l'aidais à convaincre les autres actionnaires minoritaires, nous pourrions forcer une vente. Et tu envisages de le faire ? J'ai besoin d'argent, Philippe. Je suis endetté jusqu'au cou. Gérard a offert de bien me payer pour obtenir l'accès au contact des autres actionnaires. Tu n'as pas accès à cela.
Mais toi, si, et Amé aussi. La mention d'Amélie fit voir rouge à Philippe. Tu ne vas pas impliquer ma fille là-dedans. Notre nièce, corrigea Martin. Que je ne vois jamais parce que tu m'as coupé de la famille. Tu t'es coupé toi-même quand tu as choisi de boire et conduire, quand tu as toujours choisi la facilité, quand tu as refusé de grandir. Et toi, tu te crois tellement supérieur. Tu as failli vendre l'entreprise que Soft avait demandé de ne pas vendre. Sans Amé, tu aurais tout gâché. Cela fit mal parce que c'était vrai. Philippe avait presque trahi la confiance de Sophie. La seule chose qui l'en avait empêché était sa fille, qu'il ne savait souvent pas comment atteindre. « Sors », dit-il, « et ne reviens pas. »« Philippe, sors !» Amélie apparut à la porte du bureau. Elle devait être à proximité et avoir entendu les cris. Elle regarda Martin avec une expression que Philippe voyait rarement. C'était de la peur, mais aussi autre chose, de la détermination. « Oncle Martin ne devrait pas être ici, » dit-elle. « Bonjour, Amé, » tenta de sourire Martin. « Tu as tellement grandi. »« Tu as essayé d'obtenir des informations sur les actionnaires, » dit-elle, ignorant la salutation. « Pour un homme méchant, ce n'est pas bien. Amé, chérie, tu ne comprends pas les affaires. Je comprends les chiffres, je comprends les modèles, je comprends le bien et le mal. Tu as tort. » Martin la regarda un moment, puis regarda Philippe. « Tu l'as mieux élevé que je ne le pensais, » dit-il avant de partir. Quand la porte se referma, Philippe s'assit lourdement. « Tu écoutais ?»« Oui, » admit Amélie. « Désolé, mais je devais savoir s'il allait te faire du mal. »« Ah, ma fille !» Philippe l'attira dans une étreinte, chose qu'il faisait rarement, car il savait qu'elle n'aimait pas beaucoup le contact physique. Mais cette fois, elle ne résista pas. Elle resta simplement là, raide mais présente. « Nous allons nous en sortir, » dit-elle contre son épaule. « Les chiffres sont bons en ce moment. »« Ce n'est pas toujours une question de chiffres, Amé. »« Mais ça aide, » répondit-elle, et Philippe ne put qu'être d'accord. Les jours suivants, Philippe fut obsédé par l'inquiétude que Martin ne tente vraiment quelque chose. Il parla à François, qui renforça la sécurité du bureau. Il parla à Hélène, qui prépara la documentation pour protéger l'entreprise de toute tentative hostile. Mais l'attaque vint d'où il ne l'attendait pas. Une semaine après la visite de Martin, un article parut sur un blog d'actualité économique. Le titre était sensationnaliste. Une entreprise en difficulté place une personne handicapée à un poste de responsabilité. Décision désespérée ou irresponsable. Philippe sentit son sang bouillir en lisant. L'article ne mentionnait pas Amélie par son nom, mais les descriptions étaient suffisamment détaillées pour que quiconque connaissant la situation sache de qui il s'agissait. Il suggérait que Philippe utilisait sa fille pour gagner de la sympathie, qu'il était irresponsable de placer quelqu'un avec ses limitations dans un poste de prise de décisions importante. « Qui a écrit cela ?» cria-t-il presque au téléphone à Hélène. « Le blog est anonyme, mais j'ai une bonne idée de qui a fourni l'information. Gérard, ou Martin, ou les deux. C'est de la diffamation. Oui, et nous allons porter plainte. Mais Philippe, d'abord, nous devons limiter les dégâts. Cet article commence à circuler. Certaines personnes le partagent déjà. » Philippe raccrocha et partit chercher Amélie. Elle était dans la petite pièce qu'il avait aménagée pour elle, où elle pouvait travailler tranquillement quand le bureau principal devenait trop bruyant. « Amé, je dois te montrer quelque chose, et ce sera difficile. » Il lui montra l'article. Il la regarda lire, ses yeux parcourant rapidement l'écran. Quand elle eut terminé, elle posa soigneusement la tablette de côté. « Il pense que je suis bête, » dit-elle, la voix dénuée d'émotion. « Non, ma fille, ils sont ignorants. Il y a une différence. Mais ils vont faire croire aux gens que tu as tort, de me faire confiance. »« Jamais, » déclara fermement Philippe. « Tu as sauvé cette entreprise. Tu as vu ce que personne d'autre n'a vu. Quiconque pense que tu n'es pas capable se trompe, pas toi. » Amélie resta silencieuse un long moment. « Je veux faire quelque chose, » finit-elle par dire. « Quoi ? Je veux leur montrer que je ne suis pas bête, que je comprends. Amé, tu n'as rien à prouver à personne. »« Si, » insista-t-elle avec une force dans la voix que Philippe entendait rarement. « Pour moi, et pour d'autres comme moi, que tout le monde pense incapable. » Philippe regarda sa fille et ne vit plus l'enfant qui avait besoin de protection constante.
Il vit une femme qu'on avait sous-estimée toute sa vie et qui en avait assez. Que veux-tu faire? Une présentation, des tableaux, de tout ce que j'ai découvert. Je veux montrer à tout le monde. Cela va faire beaucoup de monde, Amé, beaucoup d'attention. Je sais, mais je dois le faire. Hélène trouva d'abord l'idée terrible. Exposer Amélie à un examen public alors qu'elle était déjà attaquée semblait cruel. Mais François, étonnamment, la soutint. « Laisse-la montrer de quoi elle est capable, dit-il. Philippe, tu as passé ta vie à la protéger. Parfois, trop de protection empêche de grandir. Mais si c'est trop, si elle n'arrive pas à gérer, alors elle apprendra ses limites. Et si elle y arrive, si c'est exactement ce dont elle a besoin. » Ils préparèrent une présentation pour les associés minoritaires et quelques investisseurs potentiels. Ce serait dans une semaine. Amélie passa tous les jours à préparer, organiser, répéter à sa manière. Jeanne était inquiète. « Monsieur Philippe, en êtes-vous sûr? Amé devient si anxieuse avec ce genre de choses. »« Je ne suis sûr de rien, Jeanne. Mais elle veut le faire, et je pense que je dois lui faire confiance. » La veille de la présentation, Philippe ne put dormir. Il imaginait tous les scénarios possibles de ce qui pourrait mal tourner. Amélie faisant une crise au milieu de la présentation. Les gens riant d'elle. L'article confirmait dans leurs esprits préjugés. Mais quand il arriva dans la salle de réunion le lendemain matin, Amélie était déjà là. Elle portait une robe bleu marine que Sophie lui avait achetée avec un collier simple. Ses cheveux étaient attachés. Elle paraissait confiante, à sa manière. « Prête, ma fille ? » « Prête. » Les gens commencèrent à arriver. Ils étaient 15 au total. Les 3 associés minoritaires, quelques investisseurs locaux que François avait invités, 2 journalistes de médias respectables qu'Hélène avait contactés. Et à la surprise de Philippe, Martin. « Que fais-tu ici ?» demanda Philippe en voyant son frère. « J'ai reçu une invitation, » répondit Martin en montrant un email. « D'Amélie. » Philippe regarda sa fille qui se contenta de dire « La famille devrait être présente, même quand la famille est difficile. Impossible de contester cela. » Philippe désigna simplement une chaise au fond pour Martin et espéra qu'il ne causerait pas de problème. Amélie se plaça devant la salle. Philippe voyait qu'elle était nerveuse à la façon dont ses doigts tambourinaient sur la tablette. Mais quand elle commença à parler, sa voix était ferme. « Je m'appelle Amélie Dubois. Je suis autiste. Cela signifie que mon cerveau fonctionne différemment. Pas moins bien, différemment. » Elle fit une pause. « Je vais vous montrer ce que j'ai découvert dans l'entreprise de mon père. » Elle commença la présentation. Chaque diapositive était méticuleusement organisée. Chaque chiffre avait son explication. Elle montra les incohérences, les schémas, comment elle avait découvert chaque écart. Sa voix était monocorde, mais claire. Elle ne regardait pas les gens, mais l'écran. C'était sa manière. Quand elle arriva aux diapositives sur la valeur réelle de l'entreprise, il y eut des murmures surpris. Les chiffres qu'Amélie avait obtenus étaient bien meilleurs que ce que quiconque avait imaginé. « L'entreprise ne mourrait pas, » expliqua-t-elle. « Elle était sabotée. Il y a une différence. » Un des investisseurs leva la main. « Comment avez-vous réussi à identifier ces schémas ?» Amélie réfléchit un instant. « Les chiffres parlent. Les gens n'écoutent pas. Moi, j'écoute. » C'était simple, mais parfait. Philippe vit plusieurs visages dans la salle passer du scepticisme au respect. La présentation dura 40 minutes. Quand Amélie eut terminé, il y eut un silence. Puis, François se mit à applaudir. D'autres se joignirent à lui. Ce n'était pas seulement de la politesse, c'était une admiration sincère. Un des journalistes s'approcha ensuite. « Puis-je vous poser quelques questions ?» Amélie regarda Philippe, qui l'encouragea d'un signe de tête. « Oui. Vous sentez-vous représenté par les médias quand ils parlent des personnes autistes ?»« Non, » répondit honnêtement Amélie. « Les médias montrent les autistes comme des pauvres gens, ou comme des génies bizarres. Nous ne sommes pas des pauvres gens. Nous ne sommes pas tous des génies. Nous sommes simplement des personnes différentes, avec des difficultés différentes et des capacités différentes. Et l'article qui est paru sur vous, l'article a menti. Il disait que j'étais incapable. Je ne le suis pas. J'ai simplement besoin de choses différentes pour fonctionner. Une salle calme, du temps pour réfléchir, des instructions claires. Tout le monde a besoin de quelque chose. Mes besoins sont juste différents.
Le journaliste prenait rapidement des notes. « Puis-je publier cela ?»« Oui, » accepta Amélie, « mais sans photo de mon visage. Je n'aime pas ça. »« Pas de photo de visage, » promit-il. Après le départ de tous, seule la famille resta. Philippe, Amélie, Hélène, Jeanne, François. Et, étonnamment, Martin. Le frère de Philippe s'approcha d'Amélie. « Tu as été incroyable, » dit-il, et il semblait sincère. « Merci. Et je suis désolé d'avoir essayé de nuire à l'entreprise, d'avoir été un imbécile. »« Tu as été un imbécile, » acquiesça Amélie sans filtre comme toujours. « Mais tu peux arrêter de l'être. » Martin eut un petit rire triste. « Ce n'est pas si simple, Amé. »« Si, » insista-t-elle. « Tu choisis d'arrêter. Tu choisis de devenir meilleur, c'est tout. »« Elle a raison, » dit Philippe, surpris de défendre cette idée. « Martin, tu as toujours eu des choix. Tu as juste toujours choisi le mauvais chemin. Parce que le bon chemin est difficile. Tout ce qui en vaut la peine est difficile, » ajouta Hélène. « Mais tu as une famille qui peut t'aider, si tu le permets. » Martin regarda autour de la salle vers chacun d'eux. « Je ne mérite pas cela. »« Peut-être pas, » admit Philippe. Mais Soph disait toujours que la famille, ce n'est pas une question de mérite. C'est choisir chaque jour d'être présent. Peux-tu choisir cela maintenant ? Je peux essayer. Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas une garantie, mais c'était un commencement. Et les commencements étaient importants. L'histoire d'Amélie fit sensation dans la presse les jours suivants. Le journaliste écrivit un article percutant sur le validisme, sur la façon dont la société sous-estime les personnes handicapées, sur la façon dont une jeune autiste avait sauvé l'entreprise familiale. D'autres médias reprirent l'histoire. L'article diffamatoire original fut retiré. Mais plus important que l'attention médiatique fut ce qui se passa au sein de l'entreprise. Les employés commencèrent à voir Amélie différemment. Non plus comme la fille du patron qui avait besoin de soins particuliers, mais comme une collègue, comme quelqu'un de compétent, avec des capacités uniques qui contribuaient réellement. Renée, la responsable des ventes, demanda même à Amélie d'analyser certains chiffres de ses propositions. « Vous avez un œil pour les schémas que je n'ai pas, » admit-elle. « Pouvez-vous jeter un coup d'œil et me dire si vous voyez quelque chose d'étrange ?» Amélie non seulement regarda, mais trouva 3 erreurs qui auraient coûté à l'entreprise des milliers d'euros en propositions mal calculées. « Comment avez-vous vu cela si vite ?» demanda Renée, impressionnée. « De la pratique, » répondit Amélie, « et un cerveau qui aime les chiffres. » Lentement, un nouveau poste se créa. Pas encore officiellement, mais dans la pratique. Amélie devint la consultante interne en analyse. Tout rapport important passait par elle. Tout nouveau contrat était relu par ses yeux attentifs, et elle adorait cela. Enfin, il avait un but clair, un endroit où ses compétences étaient non seulement acceptées, mais valorisées. Mais la paix fut de nouveau de courte durée. 2 mois après la présentation, alors que l'entreprise semblait enfin en terrain sûr, Gérard revint. Cette fois, ce n'était pas avec une offre d'achat. C'était avec une poursuite judiciaire. Il prétendait que Philippe l'avait calomnié, qu'il avait répandu des mensonges sur ses pratiques commerciales. Il réclamait une lourde indemnisation et accusait publiquement l'entreprise de pratiques contraires à l'éthique. « C'est absurde », dit Philippe quand Hélène lui montra la notification. « Nous n'avons rien répandu. Nous avons simplement dit la vérité sur ce qu'il a tenté de faire. » « Et c'est notre défense, » acquiesça Hélène. « Mais Philippe, cela va être long, cela va coûter cher, et ce sera public. Chaque détail de l'entreprise sera exposé. » « Y compris concernant Amé ?»« Probablement. Gérard va essayer d'utiliser tout ce qu'il peut pour nous déstabiliser. » Philippe se sentit mal. « Je ne peux pas l'impliquer là-dedans. Il se peut que tu doives. Elle est un témoin clé de tout ce qui s'est passé. » Quand Philippe raconta à Amélie la poursuite, il s'attendait à ce qu'elle soit effrayée. Au lieu de cela, elle demanda « Je vais devoir parler au tribunal. » « Peut-être, mais nous pouvons essayer d'éviter cela. »« N'évite pas, » dit-elle fermement. « Si je dois parler, je parlerai. Je ne laisserai pas un mauvais homme gagner parce que j'ai peur. »« Amé, il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de te protéger. »« Je n'ai pas toujours besoin de protection, » répondit-elle, faisant écho à ce que François avait dit quelques semaines auparavant. « Parfois, j'ai besoin d'une chance de me battre. » La procédure judiciaire traîna en longueur pendant 4 mois. Ce furent des mois de déposition,
de réunions avec les avocats, de stress constant. Gérard était implacable, attaquant chaque aspect de la gestion de Philippe, remettant en question chaque décision. Et puis, comme Hélène l'avait prédit, il commença à s'attaquer à Amélie. Il engagea un psychiatre qui ne l'avait jamais examiné pour témoigner que les personnes autistes ne pouvaient pas être fiables dans des analyses complexes, qu'elles étaient limitées cognitivement, que Philippe utilisait sa fille de façon irresponsable. Quand Amélie l'apprit, elle ne se mit pas en colère. Elle devint déterminée. « Je veux être évaluée, dit-elle. Amé, tu n'as rien à prouver. Il ne s'agit pas de prouver, il s'agit de montrer la vérité. Laisse-le amener son psychiatre, j'amènerai le mien, et nous verrons qui a raison. » Hélène organisa tout. Amélie fut évaluée par 2 des meilleurs neuropsychologues du pays. Les tests durèrent des jours. Ils furent exhaustifs, mesurant chaque aspect de sa cognition, ses compétences, ses limites. Les résultats furent révélateurs. Oui, Amélie avait des difficultés dans certains domaines. Le traitement sensoriel, la communication sociale, la flexibilité cognitive dans certains contextes. Mais dans d'autres domaines, elle était au sommet des percentiles, la mémoire, la reconnaissance des formes, l'analyse logique, l'attention aux détails. Elle n'est pas une savante au sens traditionnel, expliqua l'un des psychologues à Philippe. Mais elle a un profil cognitif unique qui est extrêmement adapté au type de travail analytique qu'elle effectue. En fait, je dirais qu'elle est plus qualifiée que la plupart des personnes neurotypiques pour ce rôle spécifique. Quand cela fut présenté au tribunal, le psychiatre de Gérard fut à court d'arguments. Il n'avait pas examiné Amélie. Il n'avait pas de données, seulement des préjugés et des suppositions. Le juge ne fut pas impressionné. « Docteur, dit-il au psychiatre, sur quoi exactement votre témoignage se base-t-il ? Sur mon expérience générale avec des patients autistes. Mais pas avec cette patiente spécifique ? Non, mais alors votre témoignage est de la spéculation, pas un fait, rejeté. Ce fut le début de la fin pour l'affaire de Gérard. Sans l'argument qu'Amélie était incompétente, il ne pouvait pas prouver que ses analyses étaient invalides. Et sans cela, il n'avait pas d'affaire. 3 semaines plus tard, le juge décida en faveur de Philippe sur tous les points. Plus que cela, il ordonna que Gérard paie tous les frais juridiques et présente des excuses publiques pour diffamation. Lorsque le verdict a été prononcé, Philippe a serré Hélène dans ses bras. Puis il a embrassé Amélie, qui s'est laissé faire quelques secondes avant de se dégager. « C'est fini » demanda-t-elle. « C'est fini » confirma-t-il. « Bien. Maintenant, je peux retourner travailler. » Philippe rit. Pour Amélie, cela n'avait été qu'une interruption agaçante dans sa routine. Maintenant que c'était réglé, elle voulait seulement retrouver ses chiffres, ses feuilles de calcul, son monde ordonné. Mais l'impact de ce procès avait dépassé l'entreprise. L'affaire avait reçu une couverture nationale. Une jeune autiste non seulement sauvant l'entreprise familiale, mais la défendant en justice, défiant les stéréotypes, montrant ses capacités. Philippe commença à recevoir des invitations pour des conférences sur l'inclusion. Des entreprises voulant savoir comment il avait intégré Amélie dans l'entreprise. Des familles d'autres personnes autistes demandant des conseils. « Je ne sais pas quoi leur dire », avoua-t-il un jour à Jeanne. « Je ne suis pas un expert. La plupart du temps, je ne sais même pas ce que je fais. »« Mais vous agissez, » répondit Jeanne. « Vous essayez, vous apprenez, vous la laissez être qui elle est. C'est énorme. » Amélie aussi commença à recevoir de l'attention. Des entreprises lui proposant des emplois, des universités voulant étudier son cas, même des propositions de mariage d'étrangers qui l'idéalisaient. « Je ne veux rien de tout cela, » dit-elle à Philippe, visiblement submergé. « Alors n'accepte pas. Amé, tu n'as pas l'obligation d'être une porte-parole ou une représentante. Tu peux simplement être toi-même. Mais et les autres personnes comme moi, qui n'ont pas de famille qui croit en elles? Tu peux les aider à ta manière. Pas nécessairement sous les projecteurs et dans les interviews. Ça peut être par l'exemple. En continuant à bien faire ton travail, en prouvant chaque jour que des personnes comme toi sont capables. » Amélie réfléchit longuement à cela. « Je peux faire les deux. Un peu de chaque. »« Tu peux, » approuva Philippe. « À ta manière. À ton rythme. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle se mit à donner occasionnellement des conférences dans les écoles, parlant de l'autisme de manière directe et honnête. Pas inspirante au sens traditionnel, mais réelle.
Elle parlait des difficultés, du fait que le monde n'était pas fait pour elle, de combien cela pouvait être frustrant et douloureux, mais aussi de comment elle avait trouvé sa place, de comment elle n'avait pas besoin d'être comme tout le monde pour avoir de la valeur. Les gens veulent toujours que les autistes soient l'une de deux choses, disait-elle lors de ses conférences. Soit des pauvres gens qui ont besoin de charité, soit des génies spéciaux qui sont une inspiration. Mais la plupart d'entre nous ne sommes ni l'un ni l'autre, nous sommes juste des personnes, avec des choses que nous faisons bien et d'autres moins bien. Comme tout le monde. L'entreprise, pendant ce temps, continuait à se redresser. Grâce à l'injection de capital de François et à la gestion plus prudente de Philippe, en 6 mois, ils étaient de nouveaux bénéficiaires. En 1 an, ils avaient étendu leurs activités à 2 nouvelles villes. Martin étonnamment tint parole. Il commença à assister à des réunions pour toxicomanes. Il trouva un emploi modeste dans une autre entreprise. Il rendait visite de temps en temps, toujours respectueux, essayant toujours de reconstruire la relation avec son frère et sa nièce. « Ce ne sera pas rapide », commenta Hélène un jour, alors que Martin venait de partir après avoir déjeuné avec Philippe et Amélie. « Reconstruire la confiance prend du temps. »« Je sais, » répondit Philippe, « mais il essaie. C'est plus qu'il n'a fait en des années. »« Papa est en train de pardonner à oncle Martin ?» demanda Amélie après le départ d'Hélène. « J'essaie. C'est difficile ?»« Beaucoup. Mais tu essaies quand même. »« Oui ? Pourquoi ?» Philippe réfléchit attentivement à sa réponse. « Parce que ta mère disait toujours que garder sa colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Ça ne marche pas. Ça ne fait que te blesser. Et parce que c'est mon frère. Et la famille, c'est compliqué mais important. » Amélie digéra cela. « Je comprends. La famille, ce n'est pas seulement ceux qui agissent bien. C'est aussi ceux qui essaient de s'améliorer. » Exactement. C'est à ce moment que Philippe remarqua quelque chose. Amélie était différente. Pas dans son essence, elle était toujours la même personne, mais plus confiante, plus à l'aise avec elle-même, moins anxieuse de ce que les autres pensaient. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il un jour alors qu'il travaillait tard au bureau. « Heureuse est un mot étrange, » répondit Amélie. « Je ne sais pas toujours ce que cela signifie. Comment te sens-tu alors ? Utile, valorisée, avec un but. C'est un bon sentiment. »« C'est le bonheur, » dit doucement Philippe. « Peut-être pas de la manière dont les livres le décrivent, mais c'est ta version. »« Alors oui, je suis heureuse. » Ce soir-là, Philippe resta longtemps à regarder la photo de Sophie qu'il gardait encore sur son bureau. Il pensa à tout ce qui s'était passé depuis son départ, les erreurs qu'il avait commises, les fois où il avait presque abandonné, la fois où il avait vraiment failli tout vendre. Mais il pensa aussi à Amélie, à la façon dont elle était devenue forte d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée, à la façon dont elle avait sauvé non seulement l'entreprise, mais à bien des égards, lui aussi. « Elle va bien, Soph, » dit-il à la photo. « Notre fille va bien, et moi, j'apprends à aller bien aussi. » 1 an et demi après la quasi-vente, l'entreprise célébrait son 25e anniversaire. Ils organisèrent une petite fête au bureau, uniquement pour les employés et la famille. Amélie était là, portant une autre robe bleue, sa teinte préférée. Elle parlait avec Jeanne, toutes deux riaient de quelque chose. Philippe les observait, songeant à la façon dont ces 2 femmes avaient été des constantes dans sa vie quand tout s'effondrait. François s'approcha de lui. « Tu as fait du bon travail, Philippe. Nous avons fait. Sans toi, nous ne serions pas là. J'ai seulement donné de l'argent. Toi et Amélie avez fait le travail difficile. Et tu as tenu ta promesse envers Sophie. » François resta silencieux un instant. « Tu sais, quand je me suis promis d'aider ta famille, si je le pouvais, je n'imaginais pas que ce serait ainsi. Je pensais que ce serait simple. Prêter de l'argent, peut-être donner quelques conseils, je ne m'attendais pas à cela. » « À quoi ? » ?»« À une famille. J'ai passé tellement de temps à me concentrer sur les affaires après que Gérard a ruiné mon premier mariage que j'ai oublié ce que c'était d'avoir des gens. Tu me l'as rappelé. »« Alors nous sommes quittes, » dit Philippe. « Tu as aidé mon entreprise. Je t'ai donné une famille. Cela semble juste. » Plus que juste. Hélène interrompit le moment. « Philippe, viens. Amélie veut porter un toast. » Amélie était au centre de la pièce, tenant un verre de jus.
Elle ne parlait pas ainsi en public d'habitude, pas sans préparation. Mais là, entourée de personnes qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance, elle semblait sereine. « Je veux remercier », commença-t-elle, sa voix claire malgré le trac. « L'entreprise a presque disparu, mais elle n'a pas disparu, parce que les gens ont travaillé ensemble, parce que papa m'a fait confiance, parce que tante Hélène s'est battue pour nous, parce que l'oncle François a aidé, parce que Jeanne a toujours été là, parce que tous ici ont choisi de rester même quand c'était difficile. » Elle fit une pause, organisant ses pensées. Maman disait toujours qu'une entreprise n'est pas un bâtiment ou de l'argent. Ce sont des personnes. Maintenant, je comprends. Merci d'être nos personnes. Ce n'était pas un discours éloquent au sens traditionnel. Mais il était honnête. C'était Amélie. Et c'était parfait. Tous trinquèrent. Philippe vit des larmes dans les yeux de plusieurs employés. Il vit Martin, qui avait été invité malgré l'histoire, s'essuyant discrètement le visage. Il vit Jeanne souriant avec une fierté maternelle. Il vit Hélène avec cette expression de celle qui pense à l'ami qu'elle a perdu. Et il vit Amélie, sa fille incroyable, qui avait été sous-estimée toute sa vie, debout au centre de tout, ayant sauvé ce que Sophie et Philippe avaient construit. Après la fête, quand tout le monde était parti, Philippe et Amélie restèrent au bureau. Elle rangeait les tables, remettant chaque chose à sa place. Il fallait que tout soit en ordre avant de partir. C'était sa manière. « Amé !» l'appela-t-il. « Oui. Tu te souviens quand tu avais 10 ans et que tu as dit que tu voulais travailler ici en grandissant ? Je m'en souviens. Et j'ai dit que tu devrais d'abord finir l'école, puis l'université, puis voir si tu le voulais vraiment. Tu ne pensais pas que j'y arriverais, dit-elle, non comme une accusation, mais comme un constat. Non, admit-il. Je ne le pensais pas. Et j'avais tort. Tu as réussi. Plus que réussi. Tu as sauvé cette entreprise. Tu as sauvé ces personnes. Tu m'as sauvé, moi. » Amélie cessa de ranger et le regarda, vraiment le regarda, établissant un contact visuel direct comme elle le faisait rarement. « Toi aussi tu m'as sauvé, papa, en me faisant confiance, en me laissant montrer ce dont je suis capable. Cela m'a sauvé de n'être que la fille autiste dont les gens ont pitié. Maintenant, je suis Amélie, qui travaille, qui aide et qui a de la valeur. Tu as toujours eu de la valeur, dit-il, la voix tremblante. Mais maintenant, d'autres le voient aussi. C'est différent. Est-ce mieux ? Elle réfléchit un instant. C'est plus complet. Avant, je connaissais ma valeur. Maintenant, d'autres la connaissent aussi. Les deux sont nécessaires. Philippe traversa la pièce et serra sa fille dans ses bras. Elle se raidit une seconde, comme toujours, puis se détendit légèrement. « Je t'aime, ma fille. J'espère que tu le sais. »« Je le sais, et je t'aime aussi. À ma manière. Ta manière est parfaite. » 2 ans après le jour où il avait failli vendre l'entreprise, Philippe était de nouveau dans la salle de réunion. Mais cette fois, c'était lui qui était assis de l'autre côté de la table. Amélie présentait une proposition d'expansion vers un nouveau secteur d'activité, l'analyse de données pour d'autres entreprises, du conseil basé sur le type de travail qu'elle effectuait en interne. « Le marché est vaste », expliquait-elle, montrant ses tableurs. « Beaucoup d'entreprises ont des données mais ne savent pas bien les analyser. Nous pouvons leur apprendre. Nous pouvons les aider. » François, désormais officiellement membre du conseil, posait des questions précises. Hélène vérifiait les aspects juridiques. Les 2 autres associés minoritaires, devenus plus actifs après toute cette saga, apportèrent leurs perspectives. Philippe se contentait d'observer, fier. « Et pour l'investissement initial ?» demanda l'un des associés. « J'ai calculé 3 scénarios, » répondit Amélie, changeant de diapositive. « Pessimiste, réaliste, optimiste. Dans tous les cas, le retour sur investissement se fait en moins de 2 ans. As-tu pensé au recrutement ? demanda Hélène. Oui, nous aurons besoin de 3 analystes, un développeur, une personne pour le contact client. Et j'aurai besoin de quelqu'un pour m'aider avec la partie sociale de l'entreprise, car je ne suis pas doué pour cela. » Son honnêteté désarmait toujours les gens. Elle n'avait pas honte d'admettre ses limites. Elle les incluait simplement dans la planification. « Je vote pour », déclara François quand elle eut terminé. « Moi aussi », approuva Hélène. Les associés donnèrent également leur accord. Philippe fut le dernier. « Amé, il y a 2 ans, tu as sauvé cette entreprise en lisant une clause que je n'avais pas vue.
Aujourd'hui, tu proposes d'étendre l'activité d'une manière à laquelle je n'aurais jamais pensé. Il ne s'agit plus que j'approuve ton idée, il s'agit de te faire confiance. Et je te fais confiance. Complètement. Le visage d'Amélie ne changea guère, mais Philippe la connaissait assez pour voir la joie subtile dans ses yeux. « Merci, papa. » L'expansion se déroula au cours de l'année suivante. Ce ne fut pas parfait. Il y eut des erreurs, des ajustements, des moments difficiles. Amélie découvrit que gérer des personnes était bien plus compliqué que gérer des chiffres. Elle dut apprendre quand être flexible et quand être ferme. Elle dut comprendre que tout le monde ne traitait pas l'information comme elle et que c'était normal. Mais elle apprit, avec la patience de Philippe, les conseils d'Hélène, le soutien de Jeanne. Et la nouvelle division de l'entreprise commença à croître. 3 ans après la quasi-catastrophe, Solutions Dubois comptait 42 employés, des bureaux dans 4 villes, et des bénéfices qui avaient triplé. Et Amélie était officiellement directrice de l'analyse et du développement, avec sa propre équipe, un bureau adapté à ses besoins et le respect de toute l'industrie. Mais ce que Philippe valorisait le plus n'était là pas les chiffres, c'était de voir Amélie s'épanouir. Pas seulement professionnellement, mais personnellement. Elle avait développé des amitiés avec certains collègues qui comprenaient sa façon d'être. Elle avait trouvé des communautés en ligne d'autres adultes autistes où elle pouvait être complètement elle-même. Elle avait commencé à vivre seule dans un petit appartement, avec des visites régulières de Jeanne et des appels quotidiens à Philippe. « Tu t'inquiètes beaucoup, lui dit-elle un jour au téléphone. « Je suis père. C'est mon travail de m'inquiéter. Mais je vais bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Je sais, mais parfois, s'inquiéter est aussi une façon d'aimer. C'est une drôle de façon. La plupart des choses concernant l'amour sont étranges, Amé. » Elle resta silencieuse au bout du fil. « Maman t'aimait comme ça aussi? En s'inquiétant? » « Oui, même trop parfois. Mais c'est parce que nous comptions pour elle. »« Je comprends. Alors d'accord. Tu peux continuer à t'inquiéter un peu, mais pas trop. » C'est entendu. Un vendredi après-midi, 5 ans après l'histoire de la clause cachée, Philippe fermait le bureau lorsqu'il aperçut une silhouette familière à l'entrée. C'était le psychiatre que Gérard avait engagé pour témoigner contre Amélie. « Docteur Lambert », le salua froidement Philippe. « Monsieur Dubois, je vous en prie, ne me renvoyez pas. Je viens m'excuser. » Philippe envisagea de faire exactement cela, mais quelque chose dans l'expression de l'homme le fit hésiter. « Vous pouvez parler. J'ai été payé pour dire ces choses sur votre fille. Ce n'était pas professionnel, ce n'était pas éthique, et c'était faux. Complètement faux, soupira le psychiatre. J'ai suivi son parcours depuis le procès. J'ai lu sur le travail qu'elle fait, les conférences qu'elle donne, et j'ai honte de ce que j'ai dit. Vous devriez avoir honte. Je sais, et je n'attends pas de pardon, mais je voulais que vous sachiez que j'ai appris. J'ai changé ma pratique. Maintenant, quand je travaille avec des patients autistes, je travaille avec eux, pas seulement en parlant d'eux. Votre fille m'a appris cela sans le savoir. » Philippe resta silencieux un instant. « Elle est au bureau en ce moment. Elle termine des rapports. Vous voulez lui dire cela ?» Le médecin pâlit. « Je ne voulais pas la déranger. Je n'ai pas demandé si vous le vouliez. J'ai demandé si vous étiez prêt. Je le suis. » Philippe l'emmena au bureau d'Amélie. Elle leva les yeux de son ordinateur, reconnut l'homme et se raidit immédiatement. « C'est vous. »« Oui, » dit le docteur Lambert, « et je viens m'excuser. » Il répéta ce qu'il avait dit à Philippe. Amélie écouta sans l'interrompre, son expression neutre mais attentive. Quand il eut terminé, elle demanda « Pourquoi avez-vous accepté de l'argent pour mentir sur moi ?» La question était directe, typique d'elle, sans détour. « Parce que je pensais en savoir plus que je ne savais réellement. Parce que j'ai laissé des préjugés guider mes paroles. Parce que j'ai été arrogant. Et maintenant? Maintenant, j'essaie d'être meilleur. Je ne sais pas si je peux réparer le mal que j'ai fait, mais j'essaie de ne plus le faire. » Amélie réfléchit un long moment. « Merci de vous être excusée. Mais des excuses ne défont pas ce qui a été fait. Elles montrent seulement que la personne reconnaît son erreur. Vous la reconnaissez, c'est bien. Mais vous devez continuer à être meilleur, tous les jours. Pas seulement maintenant. Je comprends, et je le ferai. Alors d'accord. Vous pouvez partir maintenant. » Après son départ, Philippe s'assit sur la chaise face au bureau d'Amélie. « Comment te sens-tu ? » « Je ne sais même pas.
C'est étrange d'avoir quelqu'un qui t'a blessé qui s'excuse. Oui? Mais tu as bien répondu. En adulte. Juste mais ferme. J'ai appris de toi, dit-elle simplement. Ces 4 mots signifièrent plus pour Philippe que tous les éloges professionnels qu'il avait jamais reçus. Dans les mois qui suivirent, la vie continua son cours. Bon, pas toujours facile, mais constamment bon. L'entreprise prospérait. Amélie grandissait de plus en plus dans son poste. Martin était devenu un habitué des déjeuners familiaux, sobre depuis 2 ans, essayant sincèrement de reconstruire des relations. Hélène avait pris sa retraite du barreau, mais était restée consultante pour l'entreprise. François, déjà dans la 60aine, commençait à passer plus de temps à voyager, mais revenait toujours pour les réunions importantes. Jeanne était devenue responsable des ressources humaines, mettant à profit toute son intelligence émotionnelle et sa compréhension des personnes qu'elle avait développées au fil des années. C'est lors d'un de ces après-midi tranquilles qu'Amélie entra dans le bureau de Philippe avec une expression sérieuse. « Papa, je dois te parler. »« Bien sûr, ma fille. Assieds-toi. » Elle s'assit mais resta silencieuse un long moment organisant ses pensées. « Il y a un garçon au travail, Mathieu. Il travaille aussi dans l'analyse. » Philippe ressentit une pointe d'inquiétude. Il savait où cela menait, mais ne voulait pas le laisser paraître. « D'accord, il m'a invité à dîner. Pas un dîner professionnel, un dîner pour... autre chose. Un rendez-vous? Oui, je crois que c'est ça. Et tu veux y aller? Je ne sais pas, c'est compliqué. Les dîners sont bruyants, beaucoup de monde, les lumières. C'est difficile pour moi. Tu lui as dit cela? Oui, il a suggéré de le faire chez lui. Cuisiner, tranquille, juste nous deux. On dirait qu'il essaie de respecter tes besoins. Oui, c'est pour ça que j'y réfléchis. Tu l'aimes bien? Amélie réfléchit à la question. J'aime bien parler avec lui. J'aime bien travailler avec lui. J'aime bien comment il explique les choses sans être condescendant. Je ne sais pas si c'est aimer dans le sens où tu le demandes. Cela pourrait en être le début. Comment je le sais? Philippe sourit. Tu ne le sais pas. Il faut le découvrir. Et parfois, cela échoue et fait mal. Mais parfois, cela réussit très bien. Et c'est merveilleux. Tu parles de maman. Oui, elle a été ma meilleure réussite. Et cela a commencé exactement comme ça, par un dîner, par ne pas être sûr, par choisir d'essayer. Mais elle était neurotypique. Moi, je ne le suis pas, c'est plus difficile pour moi. Oui, admit Philippe, mais cela ne signifie pas impossible, juste que tu le feras à ta manière, et la bonne personne le comprendra. Et si Mathieu n'est pas la bonne personne, alors tu sauras que ce n'était pas meant to be, et tu auras appris quelque chose sur toi-même dans le processus. Amélie digéra tout cela. Je vais dire oui alors, mais si c'est terrible, c'est de ta faute. Philippe rit. J'accepte la faute. Quand Amélie sortit, Philippe resta à regarder par la fenêtre. Sa fille allait avoir un rendez-vous, quelque chose dont il n'avait jamais été sûr qu'il arriverait. Pas parce qu'elle était incapable de relation, mais parce que le monde ne savait souvent pas comment interagir avec elle. Mais la voilà, 29 ans, réussie, indépendante, et essayant de nouvelles choses, même avec peur. Il pensa à Sophie, à combien elle aurait été fière, à comment elle dirait qu'elle avait toujours su qu'Amélie allait surprendre tout le monde, à comment elle donnerait probablement de meilleurs conseils que les siens sur les rendez-vous. « J'ai fait de mon mieux, chérie, » dit-il à voix basse à son souvenir. « J'espère que c'était suffisant. Le rendez-vous d'Amélie et Mathieu se passa bien, pas parfait, rapporta-t-elle plus tard. Elle avait dû lui demander de baisser la musique qui jouait. Elle avait dû expliquer que trop de contact visuel était inconfortable. Il y avait eu un moment de surcharge sensorielle au milieu de la soirée et elle avait eu besoin de 10 minutes seule dans la salle de bain pour se calmer. Mais il avait tout compris. Il n'était pas offensé ou confus. Il s'était simplement adapté. Et quand elle était revenue de la salle de bain, il avait éteint les lumières principales et laissé seulement les plus douces. Il avait préparé du thé à la camomille parce qu'elle avait mentionné une fois que cela la calmait. « Il est attentionné », dit-elle à Philippe. « C'est bien ? C'est génial. On sort encore la semaine prochaine. Je suis content pour toi. Moi aussi, je crois que je suis contente. C'est encore étrange d'identifier ce sentiment, mais je pense que c'est ça. 6 ans après la clause cachée, Solutions du Bois fêtait ses 31 ans. La fête était plus grande cette fois.
L'entreprise avait tellement grandi qu'ils avaient dû louer une salle. Philippe était là avec Amélie, Mathieu à ses côtés. Martin vint avec sa nouvelle petite amie, une femme patiente qui l'aidait dans sa sobriété. Hélène amena sa fille, qui vivait dans une autre région. François vint avec des photos de son dernier voyage en Nouvelle-Zélande. Jeanne coordonnait tout, comme d'habitude, mais cette fois elle était habillée avec élégance, non plus en tenue de travail, mais comme la responsable des ressources humaines qu'elle était devenue. Pendant la fête, l'un des jeunes nouveaux employés s'approcha d'Amélie. « Mademoiselle Amélie, je voulais simplement vous remercier. Vous voir à un poste de direction tout en étant ouvertement autiste m'a donné le courage de révéler mon propre diagnostic. Je me sens désormais plus à l'aise d'être moi-même ici. » Amélie ne savait pas trop quoi répondre. Elle regarda Philippe, qui lui fit simplement un signe d'encouragement. « Je suis heureuse d'avoir pu aider. Mais c'est vous qui vous êtes aidé, en étant courageux, en étant honnête. C'est ce qui compte. Merci quand même. » Après son départ, Amélie se tourna vers Philippe. « Je ne savais pas que j'inspirais des gens. Tu inspires chaque jour, simplement en faisant bien ton travail, en étant toi-même sans t'excuser, en montrant que différent ne signifie pas inférieur. Maman faisait cela aussi, c'est vrai, et elle serait si fière de te voir faire de même maintenant. Je sais. » La fête se poursuivit toute la soirée. Il y eut des discours, des rires, des anecdotes. Hélène raconta les premiers jours de l'entreprise, quand il n'y avait que Philippe, Sophie et un minuscule bureau. François parla de l'importance des secondes chances, autant pour les entreprises que pour les personnes. Martin, étonnamment, demanda à prendre la parole. « Je voulais m'excuser publiquement », commença-t-il d'une voix nerveuse. « Envers mon frère et ma nièce, j'ai commis des actes terribles. J'ai tenté de vous nuire quand j'aurais dû vous soutenir. Et il m'a fallu des années pour mûrir suffisamment pour le reconnaître. » La salle devint silencieuse. Philippe m'a donné une chance de me racheter. Amé m'a appris que changer est possible si on choisit chaque jour d'essayer. Cette famille, cette entreprise, m'a sauvé alors que je ne méritais pas le salut. Alors merci. Et désolé d'avoir mis si longtemps à le dire correctement. Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous réussi à identifier quelque chose d'Amélie en vous ou chez un proche? Partagez votre avis sincère sur ce parcours dans les commentaires. Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes. Votre participation nous aide énormément.